Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM au www.nanafm.tg ou encore à la 95.5 ou encore sur le bouquet Canal Plus au numéro 575 et bienvenue au premier numéro du débat de la semaine. Une nouvelle attaque terroriste a frappé le nord Togo mercredi dernier près de la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan officiel fait état de 8 morts et 13 blessés parmi les forces de défense togolaises. Quelles peuvent être les conséquences de ces attaques sur le quotidien des Togolais? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Innocent Kagbara. Il est le président du Parti démocratique panafricain. Il est également député à l'Assemblée nationale. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs. C'est toujours un plaisir. Alors, les auditeurs ont la possibilité de participer à ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur les 91 09 71 71 ou 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. 8 Togolais ont trouvé la mort et 13 blessés dans une attaque terroriste qui a frappé le nord Togo la semaine dernière. Monsieur le Président, quelle a été votre réaction tout de suite après avoir écouté ces informations? Il faut dire que nous avons été très peinés. C'est vrai que les informations reçues ça et là mettaient le Togo et le Bénin dans une situation d'alerte maximale. Nous n'avons pas été étonnés, mais il faut comprendre ce phénomène qui se nourrit un peu de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, des zones vraiment reculées où il n'y a pas d'infrastructure, surtout sur le plan socio-économique. Et c'est le terreau de tout ce qui peut être manipulation devant amener des gens à collaborer avec les forces du mal. Moi, je les appellerai comme ça parce que je ne comprends pas pourquoi des gens peuvent prendre des armes et puis aller tuer leurs concitoyens ou bien les frères. Parce que très souvent, c'est des gens qui sont sur les frontières qui se connaissent. Hein. C'est eux qu'on utilise, qu'on manipule pour aller commettre des attentats. Mais les instigateurs eux-mêmes, ils sont derrière. Mais ils envoient les gens aller se faire tuer pour défendre une cause qu'on ne connaît pas vraiment. Mais eux-mêmes, ils sont derrière, ils vivent toujours avec leur famille. Donc la question que moi je pose souvent, quand vous vous demandez qu'on aille tuer des gens là, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas les gens de votre famille que vous demandez qu'on aille tuer? Puisque c'est une cause. Sacrifier votre famille au lieu de sacrifier des gens qui n'ont rien demandé, qui ne cherchaient qu'à défendre leur territoire. Donc c'est le lieu d'abord d'encourager le gouvernement à mettre beaucoup plus de moyens à la disposition des forces de sécurité et de défense et de compatir avec les familles éplorées. Donc c'est un sentiment de frustration, de douleur. Et nous ne pouvons pas aussi, nous sommes solidaires des forces de sécurité et de défense de leur famille et nous demandons par la bonne occasion que le gouvernement soit proche de ces familles-là. Alors, vous l'avez si bien dit, l'extrême pauvreté, le manque d'infrastructures. Au-delà de ça, quelles peuvent être les causes qui peuvent pousser ces gens-là à vouloir attaquer une nation? Donc, on va voir au niveau endogène et au niveau exogène. Au niveau endogène, nous l'avons déjà dit, hein, c'est l'extrême pauvreté. C'est des régions où il n'y a pas vraiment d'infrastructure, où les gens viennent manipuler. Hein. Ils utilisent la frustration de la communauté pour les manipuler, pour pouvoir commettre ces attentats. Donc, c'est là où ce genre d'initiative, vous prenez un pays où il y a assez d'infrastructures, les gens sont partis à l'école, les gens ont du boulot, vous ne pouvez pas les manipuler comme ça. Donc, c'est pour ça, c'est le lieu d'attirer l'attention de nos dirigeants nous-mêmes, y compris puisque nous faisons partie de la classe politique, de pouvoir mettre des infrastructures de base même dans les coins les plus éloignés. C'est essentiel, c'est important. Alors, parlant de... Oui, allez-y. Les causes exogènes, nous sommes victimes des décisions que des gens prennent de manière hasardeuse, parce que c'est le fait d'avoir déstabilisé la Libye qui fait que nous, on supporte maintenant les conséquences. Quand les gens sont partis commettre cette connerie-là, ils ne nous ont pas demandé notre avis. Même on a tiré la sonnette d'alarme, mais ils ne nous ont pas écoutés. Normalement, il doit y avoir un sommet international pour demander que les Occidentaux payent l'effort de guerre que nous faisons. Nous, on n'a pas demandé ça. Ce n'est pas une guerre que nous, on a demandé. Maintenant, nous subissons les effets néfastes de cette guerre-là. Ils sont partis déstabiliser un pays pour le pétrole, pour leurs intérêts. Ils déstabilisent des pays pour des intérêts. Mais après, il faut qu'ils puissent nous aider à régler les effets collatéraux. Mais pour les effets collatéraux, on ne les voit pas.
Mais quand il s'agit d'un pays où des gens qui sont un peu comme eux, ils peuvent mobiliser 4, 5, 6 milliards. Mais quand il s'agit de l'Afrique, à peine si vous arrivez à mobiliser 300 millions de dollars, ce n'est pas véritablement sérieux. Normalement, l'effort de guerre, ce n'est pas nous qui devons supporter cet effort de guerre. C'est eux qui sont partis déstabiliser la Libye. Ça a déstabilisé le Mali, ça a déstabilisé le Burkina. C'est en train de déstabiliser, ça a déstabilisé le Niger. C'est en train de déstabiliser. Bon, nous, ils ne pourront pas nous déstabiliser, heureusement, puisque nous avons une armée. Mais normalement, nous n'avons pas à payer ces efforts de guerre. Tout l'argent que nous prenons sur le contribuable pour aller mettre à la disposition des forces de sécurité, imaginez le nombre de centres médico-sociaux, imaginez le nombre d'hôpitaux, imaginez le nombre d'écoles, imaginez le nombre de kilomètres de route que nous pouvons faire pour quelque chose que nous n'avons pas décidé. Donc voilà un peu les termes, les causes exogènes. C'est juste la géopolitique et les intérêts des pays occidentaux qui se battent entre eux. Et on nous demande de payer les conséquences pour ça. Alors, il y a certaines personnes qui demandent au gouvernement de tout faire pour que la vie de ces 8 forces de sécurité, agents de forces de sécurité de l'ordre ne soit pas vaine. Oui, je venais de le dire. Moi, je pense qu'il faut faire un mémorial pour ces gens-là. Parce que de plus en plus, si nous sommes engagés, si le pays est engagé sur les théâtres de conflit, donc nous aurons forcément, il y aura des victimes. Et puis, il faut être aux côtés des familles pour que d'ici une année, que ces familles, surtout les femmes, les enfants, ne se retrouvent pas dans une situation de dénuement, d'extrême pauvreté. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour que s'engager dans l'armée, que ce soit un privilège, un sacerdoce, mais quand il vous arrive quelque chose, vous savez qu'il y a le pays qui est derrière vous. Alors, parlant de pauvreté, de manque d'infrastructure, le gouvernement a édité 4 mesures contre la vie chère. Est-ce que selon vous, ces mesures sont suffisantes pour qu'aujourd'hui le Togolais se sente, entre guillemets, à l'aise pour surtout les 3 mois? Non, mais c'est difficile. Et puis, je vais choquer beaucoup en disant que les jours à venir seront un peu plus difficiles. Ce sera un peu plus dur. Parce que, comme je le dis encore, nous sommes victimes de la bêtise humaine. Mais fait par certains sur leur continent, nous payons. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, nous, on va payer les conséquences. Un peu comme la guerre en Libye, nous allons payer les conséquences. Le prix du baril, tant qu'il va augmenter, il y aura des ajustements au niveau des prix. Et c'est dans tous les pays. Ça veut dire que quand vous touchez le prix du carburant, tout augmente. Donc, c'est vrai, il y a eu des mesures qui... Nous, les mesures, on les avait préconisées. Nous, on avait fait une tribune pour préconiser ces mesures après la COVID-19. Plafonner les prix, certains produits de première nécessité, contrôler les prix, faire la promotion de la consommation locale, mettre des taxes sur des produits qui viennent de l'étranger pour pouvoir favoriser le tissu social, le tissu économique togolais. Un certain nombre de choses que nous avons vues, mais au vu des besoins, au vu de l'espérance des gens, les gens vont vous dire que c'est toujours insuffisant. Mais est-ce que... Parce que le budget de l'État n'a pas d'argent, il ne faut jamais qu'on l'oublie. Hein. Quand on vote un budget, en fait, c'est un prévisionnel. Ça ne veut pas dire qu'il y a cet argent dans la caisse. Donc, c'est au fur et à mesure. Maintenant, quand vous subissez ces chocs-là, ça veut dire que les prévisions seront faussées. Ça veut dire que qu'est-ce que vous sacrifiez? Est-ce que c'est la revalorisation salariale des enseignants que vous sacrifiez? Est-ce que c'est des investissements que vous sacrifiez? Ces investissements, est-ce que ce n'est pas des secteurs sociaux? Est-ce que ce n'est pas la santé? Est-ce que ce n'est pas l'éducation? Si vous devez construire 5000 salles de classe, est-ce que vous allez construire 3000 et continuer par subventionner le prix du carburant parce qu'il faut voir combien ça coûte par mois? Est-ce que vous êtes capable de le faire sur 12 mois? Donc, ce n'est pas des questions politiques, c'est des questions, si vous-même vous êtes là-bas, puisque nous aspirons à diriger le pays un jour. Donc, c'est des questions sensibles qu'il ne faut pas politiser. Parce que dans certains pays, il y a eu l'alternance. Et les gouvernements qui sont là, c'est des opposants qui dirigent ces pays-là. Mais il y a aussi une augmentation du prix du carburant. Mais vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce n'est pas lié à un statut de quelqu'un qui est au pouvoir longtemps, quelqu'un qui est au pouvoir il y a 2 ans, mais c'est lié à la conjoncture internationale. Il faut expliquer aux gens. Mais ce que nos concitoyens nous reprochent, nous, les politiciens, c'est que nous disons, mais nous ne montrons pas l'exemple. Donc, c'est une question maintenant de bonne gouvernance. Quand il y a la bonne gouvernance, il y a la transparence au niveau des prix, vous expliquez aux gens, ils comprennent. Donc, nous-mêmes, nous devons nous prendre au sérieux, faire mieux les choses, expliquer les choses aux gens et dire à nos concitoyens que les jours à venir seront plus difficiles. Parce que c'est un fait. Si la guerre continue, si on n'a pas assez de blé, si on n'a pas assez de ci et ça, bon, nous, on n'en produit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont augmenter. C'est pour ça que nous devons profiter pour faire la promotion
d'investir dans nos pays, la consommation locale. C'est véritablement important. Hein, les poulets, le maïs, ce que nous consommons, nous devons produire ça localement. Là, nous ne sommes pas tellement affectés par ce qui se passe à l'international. Prenez le carburant. Qu'est-ce qui empêche un pays comme le Nigeria de pouvoir faire une raffinerie? Qu'est-ce qui empêche un pays comme le Nigeria, avec la CEDEAO, que chaque État mette peut-être 5 milliards, qu'on puisse faire une raffinerie, qu'on puisse s'approvisionner au Nigeria? Nous ne pourrons pas avoir tout le temps des économies, des pays à économie de rente. Nous vendons nos matières premières et nous sommes là, mais nous subissons les prix. Après, nous subissons les prix. Combien on nous achète ces matières premières pour que nous ayons les moyens maintenant d'acheter les produits finis à ce prix-là? C'est impossible, c'est invivable. Alors, maintenant, que propose-vous, votre parti? Vous l'avez si bien dit que vous avez fait une tribune. Alors, que proposez-vous concrètement? Les prix seront réajustés en fonction de la conjoncture et des chocs que nous aurons sur le plan international. Ce que nous proposons, c'est la vérité des prix, qu'on explique clairement aux gens comment sont fixés ces prix, si on peut subventionner, si on ne peut pas subventionner, et parallèlement qu'il y ait toujours des mesures d'accompagnement. Parallèlement, il y a des mesures, parce que c'est le pouvoir d'achat d'un certain nombre de concitoyens qui baisse. Donc, il faut toujours qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens pour financer ces mesures d'accompagnement mensuellement? Là, la question, il faut la poser à celui qui gère le budget. Nous, on parle aujourd'hui d'enseignement licencié pendant 7 ans de vie chère, et puis il y a quelqu'un qui faisait une analyse la fois dernière. Quand vous prenez un enseignant, soit il y a 5 ou 6 personnes derrière, ce qui veut dire que la famine va encore s'accentuer. Est-ce que vous, à votre niveau, comme certains partis politiques, vous avez décidé d'approcher les deux partis pour qu'il y ait une entente? Non, mais ça, c'est notre rôle. Vous oubliez que nous sommes présidents de la commission de l'éducation au Parlement. C'est notre rôle. C'est pour ça, sur ces questions qui ne sont pas des questions politiques, nous faisons la diplomatie de couloir. Donc, nous avons de très bonnes relations avec l'exécutif, avec lesquels les ministres avec lesquels nous discutons. Nous avons aussi une bonne relation avec les syndicats et il ne nous revient pas de prendre parti. Nous, on fait en sorte qu'il y ait de l'apaisement et qu'on prenne des décisions qui puissent contenter tout le monde. Donc voilà, nous continuons ce travail-là. Donc si peut-être les autres politiciens maintenant, ils ont su que le travail que nous faisons, c'est un bon travail, ils veulent nous accompagner en termes de diplomatie de couloir, ils n'ont qu'à nous rejoindre. Mais pas faire du tapage au niveau des sujets en réalité que nous voulons politiser. Nous ne sommes pas là-dedans. Alors, est-ce que vous êtes sûr que le fait d'approcher les deux parties, il y aura un dénouement? S'il y a la volonté des deux côtés, il y aura un dénouement. Tout est question de volonté. Les Togolais ne s'aiment pas assez. Il faut que nous apprenions à discuter. Il faut que nous apprenions à faire des compromis. La vie est faite de compromis. Alors, il y a un auditeur qui demande à l'Assemblée, vous gérez surtout le côté éducation. À votre niveau, qu'est-ce qui se fait concrètement? Oui, il faut comprendre un peu comment fonctionne le Parlement et puis quel est notre rôle. Nous, c'est voter des lois, contrôler l'action du gouvernement à travers des interpellations, à travers des questions au gouvernement, à travers des descentes de terrain, et c'est ce que nous faisons. Maintenant, quand il y a un sujet comme ça, c'est l'exécutif, hein? C'est un sujet de l'exécutif, ce n'est pas à nous. Maintenant, si nous sommes saisis, nous, on fera des recommandations à l'endroit du gouvernement, et c'est le gouvernement qui agit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat via ces deux numéros sur la page Facebook de Nana FM et après la pause. 95.5 Nana FM. J'aime la qualité, je ne résigne pas sur les moyens. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas besoin de faire de la publicité. Mon BF, par exemple, je l'ai utilisé une fois et je ne peux plus m'en passer. Mon BF prend soin de mes vêtements, les préserve et leur donne de l'éclat. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, BF est inégalable. BF prend soin de mes vêtements précieux, disponible aussi en parfum lavande. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Suivez seulement mon regard et nous y arriverons. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant un Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves, leur offrant la formation LMD délocalisée, leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence.
ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Koniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Tu es un couturier ou un styliste? Tu as entre 20 et 35 ans? Tu as un niveau intermédiaire ou avancé en couture? Tu veux développer tes activités? Du 1er au 31 mai 2022, inscris-toi au concours Vlisco Fashion Fund et tente de faire partie des 3 gagnants à remporter un financement de plus de 3 millions, une formation de mode aux Pays-Bas pour le premier prix, un financement de 2 millions pour le deuxième prix, un financement de 1 million pour le troisième prix. Visite la page Facebook Vlisco Togo et remplis le formulaire du Vlisco Fashion Fund en ligne. Téléphone et WhatsApp 92 92 92 92. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Merci Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour, monsieur le parlementaire. Oui, bonjour. Bon, je vais donner une petite définition de la guerre. Et parce que j'ai senti votre invité être un peu remonté par ce qui crée cette guerre. La guerre, c'est une pratique qui consiste à inciter des gens qui ne se connaissent pas à se tuer en faveur des gens qui se connaissent mais qui sont à l'abri chez eux avec leur famille. Allô? Oui, allô, allez-y, on vous écoute. Ah oui, d'accord. Bon, maintenant, les causes de l'attaque terroriste qui est survenue chez nous au Togo. Je dis souvent, quand moi j'interviens, que quand on dit attaque djihadiste, moi ça me fait mal au ventre. C'est les Européens qui veulent qu'on dise attaque djihadiste. C'est terroriste. Parce que tous ceux qui sont parmi ces gens ne sont pas des musulmans. Et la cause, comme l'a dit votre invité, c'est la pauvreté extrême. Et cette pauvreté extrême est induite par l'ajustement structurel que le FMI a imposé aux pays africains. Parce que j'ai entendu dire que les villageois de la zone ont dit qu'ils ont vu passer des gens traverser leur village. Si ces villages avaient des infrastructures, hôpitaux, écoles et autres là, et si on avait un camp, pas un poste avancé, si on avait un camp bien équipé où les gens pouvaient aller se faire soigner, aller à l'école et autres là, du bouche à oreille, on aurait pu se dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que les rumeurs courent. D'accord. Donc, cette pauvreté a fait que les gens qui ont vu passer, les gens qui sont passés, c'est les terroristes, n'ont pu rien faire. D'accord. Merci. Donc, moi, ce que je préconiserais, c'est que les frontières soient renforcées et avec les camps militaires, parce que je trouve qu'à Lomé, où le risque est plus faible, nous avons trop de camps militaires. D'accord. Il faudrait les mettre au niveau des frontières. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61. Nous avons un autre auditeur en ligne. FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour monsieur. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour. Vraiment, ce matin, c'est avec un cœur que nous voulons participer à ce débat où on est parti massacrer nos frères. Franchement, moi je dirais tout simplement que responsabilité devant l'histoire incombe à nos dirigeants. Combien de fois on n'a pas prié que trop de frustration amène les gens au radicalisme.
vous allez voir que ces gens-là qui sont venus faire ça, ils se sont appuyés sur certains villageois pour avoir l'information, pour dire ils sont ceci. Et ils ont eu toute cette information-là pour passer par les femmes et pouvoir atteindre nos soldats. Maintenant, aujourd'hui, à Taton, vers Taton là-bas, vous savez qu'il y a eu un problème d'écoliers d'élèves. Il y a certains élèves, il semblerait dire qu'ils sont toujours en prison, alors qu'ils sont censés être préparés pour passer des examens. Mais je ne sais pas, c'est comme si on fait quelque chose, ils sont contraires. Les ministres qui vont sur les médias, qui lancent les mots à tort à travers, comme si eux, ils étaient des super. Mais il est que nos gouvernants reviennent à la réalité et à l'unité. Merci. Parce que c'est par ça que les populations vont se retrouver en leur sein. Merci beaucoup, Michel. Nos sangs, ils sont nos frères. Merci beaucoup, Michel. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, honorable, il y a cette question, la dernière partie de la question de Michel qui paraît-il que certains élèves sont en prison. Et sur la page Facebook de Nana FM, il y a Michel Notron qui pose la même question. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire d'abord. Non, on n'est pas au courant, mais bon, on va chercher à en savoir un peu plus pour voir qu'est-ce qu'on leur reproche. On nous avait dit également qu'il y a des enseignants aussi qui sont reprochés. Il faut voir. Parce que dans ce genre d'affaires, vous pouvez avoir raison, mais vous procédez autrement. Vous détruisez des biens publics, vous posez des actes. Ce n'est pas sur le fait de la revendication que on va vous convoquer à la justice. Mais sur les actes que vous avez posés, parce qu'au même moment, peut-être qu'il y a si un mouvement, il y a 20 personnes, au même moment, peut-être c'est 5 personnes qu'on convoque. Vous voyez un peu? Donc, il faut faire attention. Même quand nous avons des revendications, que nous puissions respecter la loi. Maintenant, au-delà de ça, il faut qu'on connaisse le fond du dossier, c'est quoi? Sans qu'on connaisse le fond du dossier, il ne nous revient pas d'interpréter ou de dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que des fois, en le faisant, on complique même la situation. Alors, toujours sur la page Facebook de Nana FM, Michel Notron qui demande, en tant que député, est-ce que vous pouvez nous parler d'une loi sociale que vous avez déjà votée qui touche directement le citoyen togolais? Nous ne faisons que ça. Quand nous cherchons à faire une identification biométrique pour que tout le monde ait un identifiant, c'est pour les filets sociaux. Les lois politiques, on n'en a pas assez. Quand il y a une loi qui concerne la politique, on n'en a pas assez. Tout ce qu'on fait, les ratifications, c'est dans le sens du social. C'est dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Il y a tellement de lois que nous votons. Pour une prochaine fois, peut-être que je vais vous envoyer et puis vous allez voir. Je vais vous mettre la loi et puis je vais vous dire quels sont les objectifs de la loi. Et c'est ce que nous faisons. Mais il ne nous revient pas. Nous, il faut que les gens comprennent. Nous ne sommes pas le gouvernement. C'est le gouvernement qui dirige, qui décide de mettre tel nombre de projets à destination de tel secteur, tel nombre de projets à destination. Nous pouvons voter une loi. Mais maintenant, l'exécution, qui met les moyens? C'est le gouvernement. Les députés, les gens confondent souvent l'exécutif au Parlement. Nous, tout ce que nous faisons, et puis la plupart du temps, nous qui sommes de l'opposition et qui sommes minoritaires, la plupart du temps, tout ce que nous votons, il ne faut pas oublier que c'est le gouvernement qui l'envoie. Nous allons faire une proposition de loi pour voir si on peut aider les PME avec une stratification et des moyens à mettre à la disposition des startups. Mais c'est une proposition. Et comme nous sommes largement minoritaires, nous ne pensons, même si cette loi ne passe pas, nous voulons susciter le débat. Donc c'est comme ça que nous faisons. Mais l'initiative des lois, c'est largement, quand vous prenez les parlements de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est essentiellement le gouvernement. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, toujours, il y a Pascal Léon qui demande, alors, pour vous, est-ce que le gouvernement respecte la constitution du pays? Non, cette question n'a rien à voir avec nos débats. Si le gouvernement ne respecte pas la constitution, vous pouvez, il y a des voies de saisine des institutions pour dire que le gouvernement n'a pas respecté la constitution. Sur quel plan? C'est un peu trop vaste. On ne peut pas ici dire que le gouvernement, moi, si nous sommes sujets, nous, du groupe parlementaire Net PDP, des fois nous avons saisi la Cour constitutionnelle sur des décisions du gouvernement et le gouvernement est revenu sur cette décision. Donc nous faisons ce travail de contrôle de l'action du gouvernement.
Mas Dadido Gomi qui définit la guerre comme cette action d'inciter les gens qui ne se connaissent pas à se tuer pour les gens qui se connaissent et qui sont au chaud avec leur famille. Et il a... Je ne connais pas cette définition, mais il faut dire que ce que nous cherchons à expliquer, c'est que nous comprenons, mais simplement que ce n'est pas une guerre conventionnelle, hein, c'est une guerre asymétrique. L'ennemi n'est pas connu. On ne sait pas d'où il vient. Ça peut être votre frère même du village parce qu'il est frustré. On est venu lui parler. Il va prendre les armes contre vous-même. Donc, c'est de ça que nous parlons. Donc, une telle guerre, comment on peut combattre? On peut pas mettre des camps sur l'ensemble de nos frontières. On n'a même pas les moyens de le faire. L'argent qu'on va prendre pour... Mais maintenant, ce type de guerre-là, il faut la gagner avec le renseignement. C'est le renseignement et la technologie. Hein? Quand vous voyez un peu comment ça se passe la guerre en Ukraine, c'est beaucoup plus des drones qu'ils utilisent, hein, avec des cibles, avec une certaine précision dans les frappes. Mais c'est des drones, ce ne sont pas des avions qu'ils utilisent. Et le renseignement c'est encore très important. Alors, il y a Michel aussi qui pense qu'il y a trop de frustration, là vous l'avez si bien dit, et il pense qu'il faut, ces terroristes s'appuient également sur les villageois, donc il faut beaucoup plus convaincre ces villageois, les amener. C'est une sensibilisation, c'est pas seulement une affaire de politiciens, c'est une affaire de leaders d'opinion, c'est une affaire de religieux, c'est une affaire de syndicalistes, c'est une affaire du gouvernement, c'est une affaire des parlementaires, c'est une affaire des préfets, c'est nous tous qui devons sensibiliser nos populations. Bon, maintenant... D'abord, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour madame ici. Bonjour. Oui. Vous avez parlé de la Constitution, que quelqu'un a demandé si on a une Constitution qui n'est haute qu'une Bible dans ce pays. On ne le pense pas. Des gens se sont armés de part en part au Togo, récemment au nord, en Afrique, parce qu'ils sont excédés par l'humiliation, la faim, toute l'injustice, et ils décident de porter un coup comme ça pour se faire entendre. Et puis voilà. Et c'est ce qui se passe partout. On les tape de terroristes, de djihadistes et tout le reste. Bon, maintenant, qu'est-ce que moi je propose? Qu'on gouverne nos États avec des mandats de 2 ans maximum. Que les gens passent la main au bout de 2 ans pour ne pas qu'ils s'érigent, qu'ils se transforment en des hommes d'affaires, de tout ce qu'on veut. Et puis voilà. Et puis qu'on ne gère plus nos républiques comme des épiceries. Merci. Il ne faut plus gouverner nos États par ruse. Il faut qu'on ferme l'OTR qui nous plume, qui nous terrasse tant. Et puis tout le reste. Merci. Allocations auxquelles on a droit. Merci beaucoup, madame Essi. Alors, quand madame Essi pense que ces terroristes, ils en ont marre, ils veulent se faire entendre. Alors, elle demande qu'on gouverne le pays par mandat de 2 ans. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gado. Moi, ce que je conseille, les partis politiques ne doivent pas exploiter cette situation. Ça, c'est pas affaire de politique. Les djihadistes ne viennent pas pour le gouvernement, ils viennent pour tout le monde. Donc, nous devons nous unir et aider le gouvernement. Après, on va voir ce qui se passe avec les élections. Donc, il ne faut pas que les gens mélangent. Les partis politiques ne doivent pas mélanger ça et en profiter. Non, ce n'est pas ça. Ils viennent pour tout le monde. Exemple, le général, c'est un musulman. C'est un jour, le général a dit qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les églises doivent être transformées en mosquées. Est-ce que nous serons d'accord? Non, c'est comme ça que ces gens-là sont. Moi, je suis le musulman, mais c'est des faux musulmans. Donc, ils viennent ici, ils peuvent transformer toutes les églises en mosquées. C'est des malades. Donc, il ne faut pas profiter de ça. Ils viennent pour tout le monde. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur Gallo. Alors, nous avons le dernier auditeur en ligne. Nalef Malo, il est parti. Alors, honorable, vous avez écouté M. Garo qui pense que ces terroristes ne viennent pas seulement pour le gouvernement. Non, c'est pas pour le gouvernement. Quand ils viennent frapper, il y a des gens qui veulent exploiter cette question pour en faire un sujet politique, mais ça peut être un membre de leur famille qu'on frappe. Donc, c'est pas un sujet politique. Moi, je n'ai pas pour habitude de faire de la polémique sur des choses qui ne sont pas des sujets à polémique. Donc, vraiment, il faut comprendre ce que c'est que le terrorisme, le djihadisme, comprendre les causes. Et moi, je l'ai dit dans mon intervention, c'est la bonne gouvernance. S'il n'y a pas la bonne gouvernance, il y aura la frustration. Et la frustration, c'est le terreau de ces groupes-là qui vont venir instrumentaliser.
Mais il ne faut pas que Madame ici aussi oublie que ces gens-là sont instrumentalisés. En réalité, c'est aller tuer son frère. Ces militaires-là qu'on tue, là, est-ce qu'ils ont demandé à mourir? La différence entre ces militaires et le gouvernement, c'est quoi? C'est que c'est des soldats, ils sont sous ordre. C'est tout. Nous avons un autre auditeur en ligne à l'FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, je pense qu'en écoutant la voix, c'est mon oncle Kabara. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, il faut saluer mon grand-oncle. D'accord, je ne manquerai pas. Vous savez, je le remercie. Tout ce qu'ils le font au nom de la religion, il n'y a plus de djihadisme. Dès que le religion, c'est fini. À part les Mahomet et les Jésus, c'est terminé ça. Le Moyen-Âge, c'est fini. Les gens viennent, ils vous disent qu'ils sont musulmans, on négocie quelqu'un en disant Allah Akbar. C'est pas vrai. Ce qu'il faut, mon député, c'est là. Que les gens changent leur cœur. C'est parce qu'il ne faut pas tout mélanger comme l'a dit quelqu'un. C'est parce que les gens ont fait qu'il faut prendre le couteau ou le fusil aller tirer sur son prochain. Non. Soyons conscients. Ayons pitié les uns des autres. Nous sommes vos papas. Vous savez, un grand chanteur dit que vous faites à son âge a dit, c'est parce que tu as foi que tu vas te jeter dans le feu. Oui, changeons. Ce que nous pouvons faire, ce n'est pas une affaire des militaires. Ceux qui ont le droit maintenant à travailler, je trouve que ce travail, c'est vous, les journalistes. Et puis, comment on les appelle? Ceux qui font les secrets là, ceux qui, aux États-Unis, nous les avons ici, on dit que le Togo a des gens de renseignement très forts. Des gens qui ont quitté une longue distance. Mon député, mon oncle a parlé des drones. Les militaires, ces avions-là, ils sont où pour localiser ces gens-là. Donc le cœur, pardon, le cœur, c'est pas parce qu'on a fait, il faut chercher le gouvernement que c'est vrai, on ne trouve pas à manger. Si vous ne trouvez pas à manger, il faut aller les tuer. Si votre père est voleur, vous n'avez pas de conscience, c'est parce que votre père est voleur que vous allez être voleur. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Alors, honorable, vous avez compris les propos de Papa Sibiti qui pense que, comme M. Gado, il faut qu'on travaille donc comme un accord pour... C'est un complément, c'est pas une question. Donc, oui, il faut qu'on travaille ensemble. C'est pas un sujet politique. Il faut que le gouvernement et l'ensemble de la classe politique, qu'on soit soudés, qu'on soit derrière nos militaires, parce que c'est une affaire de patriotisme. Et dans mon propos, j'avais dit, il y a des pays où il y a des opposants qui sont au pouvoir. Il y a des pays où il y a des opposants qui sont au pouvoir. Mais est-ce que ces gens-là sont épargnés? Est-ce que les djihadistes se disent c'est un opposant qui est au pouvoir? Bon alors, dans ces pays, est-ce qu'il n'y a pas de pauvreté? Si vous voulez qu'on parle de questions de bonne gouvernance, de redevabilité, ce n'est pas le sujet, mais on peut en parler. Mais ce qui est clair, je l'ai toujours dit, si vous ne dirigez pas bien votre pays, il y aura des coups d'État, il y aura la frustration, il y aura des gens dans la rue. Donc c'est celui qui est là qui doit savoir que le peuple qui m'a élu, je dois travailler pour le peuple, assainir les finances publiques, mettre des projets à la disposition de la population pour leur permettre de pouvoir avoir 1 ou 2 repas par jour, faire en sorte qu'il y ait des hôpitaux de qualité dans le pays, faire en sorte qu'il y ait une école de qualité, faire en sorte que quand les gens finissent, qu'ils puissent trouver un emploi. C'est pour ça que nous nous sommes engagés en politique et c'est pour ça que nous nous battons. Mais notre meilleur allié, c'est le temps. Tout ne peut pas se faire en 24 heures, en 48 heures. Mais quand les gens dirigent mal, on peut dénoncer, on peut interpeller. Et c'est ça notre rôle. Et ça, nous le faisons. Soyez rassurés, chers concitoyens, ça, nous le faisons déjà. Maintenant, nous avons des échéances. Maintenant, en fait, c'est lors de ces échéances-là que la population soit sanctionne ceux qui sont là pour donner la part belle dans ceux qui sont dans l'opposition, soit le contraire. En fait, la démocratie, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans nos pays? Les gens se plaignent, ils disent, mais des fois, je vous assure qu'ils votent les mêmes personnes. Mais comment voulez-vous que ça change? Parce que vous-même, à travers votre comportement, vous faites une chose au contraire. Alors, vous ne pouvez pas critiquer un gouvernement, mais vous continuez pas à voter pour lui, et après vous demandez aux gens de l'opposition qui sont très minoritaires de faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a le gouvernement qui a mis en place depuis plusieurs mois déjà le comité interministériel de prévention de lutte contre l'extrémisme violent, le CIPLEV. Alors, certaines personnes demandent qu'on accentue encore les actions du CIPLEV sur le terrain.
Oui, il faut accentuer. Et comme je l'ai dit, c'est pas seulement au niveau de cette commission-là qu'il faut faire le travail, il faut associer tout le monde. Hein, parce que tout le monde connaît quelqu'un dans son village, surtout ceux qui repartent au village. Et ces zones-là, c'est des zones où nous avons des frontières avec des pays qui ont des problèmes de sécurité. C'est pas Sokodé, c'est pas Palimé. On est d'accord? Oui, c'est le nord du pays. Et pourquoi? C'est parce que c'est les djihadistes qui sont venus de la Libye. Avant la chute de Muammar Kadhafi, qui parlait de djihadisme, Boko Haram était localisé au Nigeria. On est d'accord? Donc, faut pas qu'on dise que c'est parce que il y a l'extrême pauvreté que les gens prennent des armes, mais il faut dire, même ceux qui ont frappé la fois passée, ils viennent du Burkina, oui ou non? En réalité, ce ne sont pas des Togolais. Ils viennent de Burkina, et si vous vérifiez dans ce commando-là, peut-être qu'il n'y a pas de Burkinabé. Bon, s'il n'y a pas de Burkinabé, il n'y a pas de Togolais. Mais vous venez frapper sur notre territoire, est-ce que c'est les Togolais qui sont dans ce commando? Donc, en réalité, c'est une guerre qu'on nous fait à nous, mais que nous n'avons pas demandé. Nous n'avons pas demandé cette guerre-là. Donc, il faut bien comprendre les choses, ce n'est pas un sujet politique. Il faut que nous soyons solidaires de nos forces de défense et de sécurité, solidaires du gouvernement pour que nous puissions prendre des actions énergiques et que tout le monde soit associé à cette lutte. Honorable, on sait que la CENI a été mise en place il y a quelques semaines, ou bien 1 ou 2 semaines. Bon, on sait que ce sont les élections régionales qui sont déjà en route. Est-ce que vous, au niveau de votre parti, vous êtes déjà prêt pour ces échéances électorales, ou bien, comme vous l'avez dit la dernière fois que vous étiez ici, que vous ne savez pas encore si vous irez ou pas. Maintenant, aujourd'hui... Ah, la dernière fois, c'est ce que j'ai dit. Non, mais je pense que tout parti politique sérieux doit toujours être prêt pour aller aux élections, parce que nous, les partis politiques, c'est les élections. Hein. Un médecin qui ne va pas à l'hôpital, qui ne va pas dans son cabinet, il peut pas, c'est pas un médecin, il faut que vous allez pratiquer. Ceux qui jaugent les partis politiques, c'est les élections. Donc, dire que nous sommes prêts, ça sera un peu trop dire, mais nous nous apprêtons pour aller à ces prochaines élections. Il y aura les élections régionales, après il y aura les législatives, après il y aura les locales, et puis il y aura la présidentielle en 2025. Donc, nous nous apprêtons pour l'ensemble de ce processus électoral. Et il ne faut pas oublier, nous sommes membres de la CENI. Donc, c'est le lieu un peu de remercier l'ensemble des partenaires qui soutiennent le Togo et le gouvernement pour la mise en place de la CENI. Nous n'avons pas encore le calendrier, mais dès que nous aurons le calendrier, nous allons nous apprêter. Alors, Bénin, en acceptant d'aller à ces élections, quels sont vos objectifs pour ces élections? Est-ce que c'est d'aller, c'est d'avoir des postes, ou bien il y a d'autres objectifs? On n'a pas de poste, on va se faire élire. Faut pas faire de confusion. Faut pas donner l'impression aux concitoyens, aux Togolais, que les politiciens ne cherchent que des postes. Parce que j'entends dire des choses qui ne sont pas vraies. J'entends dire des choses qui ne sont pas vraies. Nous, ce n'est pas des postes que nous cherchons. Mais un politicien, un parti politique, c'est pour participer aux élections. Si vous participez aux élections, c'est pour diriger le pays. Vous dirigez le pays à travers quoi? Des hommes? Alors, si vous êtes au Sénat, au Parlement, mais c'est normal, puisque vous avez participé à une élection. Ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait. Il faut que les gens enlèvent ça de leur esprit. Donc, nous y allons pour gagner. Mais si nous ne pouvons pas gagner, nous, personnellement, je dis bien au niveau du parti, au niveau du PDP, nos objectifs sont connus. Hein. Quand je dis ça, amuse, mais nous, notre allié, c'est le temps. Nous, on n'a pas la prétention d'être numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les numéro 1, numéro 2, numéro 3, nous, on les laisse se battre entre eux. Nous, ça ce n'est pas... Nous, c'est le changement de la mentalité. C'est comment se prendre en charge. Comment être décomplexé par rapport à des concepts qui nous viennent d'ailleurs. Comment est-ce que cette jeunesse-là doit être responsable? Nous critiquons les politiciens, nous critiquons les leaders, mais nous-mêmes n'avons pas un comportement responsable. Combien de jeunes vont, par exemple, même s'ils n'ont pas le bac, trouver un petit stage, se faire former? Les gens ne font que s'amuser. Mais comment est-ce que vous voulez compétir avec les Asiatiques? Comment vous pouvez compétir avec les Américains? On va dire de montrer l'exemple. Nous, on n'est pas encore au gouvernement, mais le jour où on sera au gouvernement, on va montrer l'exemple. D'accord? Donc, il faut éveiller les gens. Il faut changement de mentalité pour que les gens puissent se prendre en charge. Pour qu'on puisse mettre en place des politiques publiques allant dans le sens de la réduction de la pauvreté et de la prospérité partagée. C'est pour ça, c'est ça qui fait notre leitmotiv en politique. Nous aurons des élections d'ici 2 ou 3 ans. À ces élections, il faut que les centristes que nous constituons aient un groupe assez représentatif pour que nous puissions beaucoup plus peser. Tous ceux qui sont frustrés, tous ceux qui critiquent, rejoignez-nous, votez pour nous. Mais quand il y aura des élections, ne faites pas le contraire. Quand vous faites le contraire, après, vous pouvez participer à 1000 émissions, vous pouvez vous plaindre, mais ceux à qui vous avez donné le mandat, c'est eux qui dirigent. Alors, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je l'ai toujours dit, nous avons un très beau pays que nous devons chérir. Même si je ne suis pas d'accord avec vous,
je vous aime parce que vous êtes Togolais. On n'a pas choisi. Moi, je n'ai pas choisi à être né au Togo. Vous, vous n'avez pas choisi. Donc, nous avons une communauté de destin que nous devons consolider et nous devons avoir des objectifs en termes de gestion du bien public pour permettre de redistribuer. Notre gros problème, c'est la redistribution. C'est pour ça qu'il y a trop de frustration. Et nous nous engageons, nous, d'ici quelques années à le faire. Je vous remercie. Nous vous remercions également Innocent Kagbara, président du Parti démocratique panafricain. Également, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Merci également aux auditeurs pour la fidélité d'écoute à la 95.5. Merci à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouvadi. Bonne suite de nos programmes.